Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif, une édition très hockey. Pourquoi? Parce qu'évidemment, au niveau collégial D1, c'est ce qui reste comme activité. Donc, on est là-dedans, on est dans l'analyse de ce qui se passe au niveau de ces séries-là, autant masculines que féminines. Donc, chez les femmes, avec Léa McIntyre, comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe. On est en demi-finale de ce côté-là. Chez les gars, on est en quart de finale. On a commencé en fin de semaine dernière, donc avec Tristan et Denzel. On revient sur mes mauvaises prédictions et on analyse évidemment les matchs qui ont eu lieu. J'en profite par la même occasion pour vous mentionner deux, trois petites nouvelles. Juste vous dire que les championnats provinciaux D2 de basket, de volley, ça s'en vient au mois d'avril. On va suivre ça. Soyez sans crainte, on va s'arranger pour vous tenir au courant de ce qu'il y en est. On a eu des calendriers, en fait, pas les calendriers, mais les championnats de conférences là, qui se préparent tranquillement pas vite. Ça s'en vient au début du mois d'avril. Une semaine ou deux après, on va avoir les championnats provinciaux. Bref, comme je vous dis, on va vous tenir au courant. Petite nouvelle du côté du football collégial en Division 2, les Aigles d'Onsic, Adamo Yadeluka, l'entraîneur-chef qui a annoncé l'arrivée de deux nouveaux coordonnateurs et pas les moindres en défensive, Ron Hilaire, l'ancien entraîneur-chef des Redbirds de McGill qui se retrouvent à aller agir comme bras droit d'Adamo Yadeluka. Donc, Ron Hilaire qui va s'occuper de la défensive des Aigles d'Onsic et qui va s'occuper de l'attaque? Bien, Alex Vertulo, qui était le coordonnateur offensif avec ces mêmes Redbirds la saison dernière. Malheureusement, des problèmes de santé ont fait en sorte qu'il n'a pas pu exercer son rôle sur le terrain. Nonobstant ça, il sera un membre des Aigles d'Onsic. Rappelons que Tyrell Sutton, l'ancien des Alouettes de Montréal, fait aussi partie du groupe d'entraîneurs des Aigles d'Onsic. Bref, on est en train de se montrer tout un groupe de ce côté-là en espérant que ça aide pour le recrutement, que ça aide à continuer à développer un beau programme de football qui vient de monter en D2, qui a eu une saison difficile. Mais bon, on met les bouchées doubles et surtout, on s'assure d'avoir une structure là-bas pour se donner les chances de s'améliorer et de grandir. Voilà pour ça. Nouvelle moins bonne, par contre, au niveau du hockey féminin en Division 1 collégiale. Philippe Trahan, qui a perdu son poste en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe féminine du Boomerang d'André Laurando après une dizaine d'années à la tête du programme. Donc, on a décidé de passer à autre chose de ce côté-là. On attend de savoir qui va prendre sa place. Mais visiblement, bon, la défaite face aux Blues de Dawson en quart de finale n'a peut-être pas aidé. Assurément, on va dire que c'était la cerise sur le Sunday. Là. Je ne pense pas que ce soit cette simple défaite-là qui a tout réglé, mais peut-être que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, malheureusement, en espérant que pour le Boomerang, ce sera une occasion de repartir à zéro. Et surtout, on va souhaiter la meilleure des chances à Philippe Trahan pour la suite. Assurément, un coach qui a beaucoup de reconnaissance et de référence là, dans le monde du hockey féminin. Donc, je ne suis pas inquiet qu'il aura l'occasion de se trouver autre chose très prochainement. Alors, sans plus tarder, je vous envoie vers ce qui vous intéresse le plus, nos chroniques de hockey collégial féminin et masculin. Et on termine avec l'entrevue de la semaine. Ce sera le joueur par excellence de la saison au niveau du hockey collégial D1, Léo Saint-Michel, qui a établi cette année le record pour le plus de points en carrière pour un joueur au niveau collégial D1. Alors voilà, c'est le menu pour le show d'aujourd'hui. Merci d'être là et je vous souhaite un excellent podcast. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut. Ça va bien? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Hein? C'était difficile en fin de semaine. Oui, ça pourrait aller mieux, mais sinon, non, ça va bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous aurez peut-être compris que les Blues de Dawson sont éliminés. Quand même, on va le mentionner, ça a commencé dimanche, pas cette semaine. L'autre d'avant, c'était le premier match, une défaite de 5-0. Mais là, vous reveniez à la maison pour jouer le deuxième match. C'est des séries 3-5.
Et ça n'a pas été facile. Ça a fini 8-0, mais raconte un peu. Je pense que la première période vous a rapidement sorti de la game. Oui, on a travaillé tellement fort durant la semaine pour ajuster quelques détails. Les filles ont vraiment bien travaillé. Honnêtement, on était vraiment fiers de notre groupe. On arrive en première période, on joue bien, on est là, et là, les arbitres commencent à donner, mais n'importe quoi, là. Vraiment, ils ont donné 6 punitions en première période pour nous, aucune pour l'autre équipe. Ils ont donné 2 fois des 5 contre 3. C'est impossible de survivre contre une attaque aussi dominante que celle de Limoilou avec 2 fois des 5 contre 3. Donc, ils ont rapidement pris les devants 4-0. Après ça, c'est difficile de compétitionner quand tu prends un retard de 4-0. Vraiment, c'était pas. L'arbitrage a été très difficile. Puis, tu sais, c'est la première fois que ça arrivait au cégep. J'entendais les parents huer dans les estrades. C'était flagrant que c'était pas leur match. Des détails. L'arbitre rentre au banc, crie après notre staff que notre gardienne saigne, mais notre gardienne vient au banc. On essaie de prendre un time-out pour être sûr de ne pas avoir besoin de la changer. Accepte pas de nous donner le time-out. Crie que notre gardienne saigne, mais finalement, elle nous oblige à la changer. Donc là, Noémie Bastien, on l'expose à aller dans le filet. Alors qu'on est en punition, elle a fait un arrêt incroyable. Là, on l'expose à des blessures dans des situations comme ça, rentrer juste pour un chiffre. Je suis vraiment déçue. On pensait tous qu'avec 4 arbitres, l'arbitrage allait vraiment être bon rendu en demi-finale. Mais en tout cas, vendredi, ça n'a pas paru du tout. Puis, je trouve ça injuste pour nos joueuses qui ont vraiment travaillé fort pour essayer d'ajuster et être prêtes pour ce match-là qui est chez nous en plus. Puis de se faire voler comme ça en première période par les arbitres, ça nous a coupé l'herbe sur le pied, puis ça a été extrêmement difficile de remonter. Mais en bout de ligne, tout le monde apprend à ces situations-là. Autant les joueuses, nous, les entraîneurs, comment réagir face à ça. Les groupes d'arbitres aussi vont apprendre de ça. En première ronde, est-ce que c'est une erreur de l'arbitre qui nous a permis de gagner contre André Laurando? Certains vont dire que oui. Ben là, c'est des erreurs des arbitres qui nous ont coûté la première période vendredi. Donc, c'est des choses qui arrivent, il faut vivre avec. On apprend de ça. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes leçons à tirer pour tout le monde qui était là. Puis, tu sais, on n'a pas plus été capable de gagner dimanche. On a été incapable de marquer des buts. On avait des bonnes chances. Tout au long de la série, on a eu des bonnes chances de marquer, mais on est incapable de marquer. On a marqué un but en avantage numérique 5 contre 3 hier. C'est le seul but qu'on a marqué durant la série. On ne peut pas espérer gagner une série si on ne marque pas. Donc, c'est ce qui nous a fait mal. Puis qui fait en sorte qu'on est éliminé aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu créer une surprise, aller chercher un match, mais on n'a pas été capable de le faire. Fait que, on passe à un autre appel. On commence à se préparer pour la saison prochaine. Puis on apprend de cette défaite-là. On sent qu'elle fait mal. On sent qu'elle fait mal parce que j'ai. Puis, tu sais, de l'extérieur, je veux pas. Je pense pas qu'il y a grand monde qui aurait mis leur argent sur les Blues contre les Titans de Limoilou. Ça restait une équipe largement favorite. Là. Je pense pas que tu t'en caches non plus, mais visiblement, il y a un effort et un travail qui a été fait que vous avez l'impression que vous n'avez pas eu l'occasion de tout démontrer ça. Puis, tu sais, comme tu dis, peut-être faire une surprise puis aller chercher un match, mais au-delà d'aller en chercher un, je pense que c'est votre incapacité à pouvoir compétitionner comme vous aviez travaillé pour, d'offrir ça qui a l'air de te faire mal. En tout cas, c'est ma lecture. Je ne sais pas si je le lis bien. Oui, exact. C'est juste. C'est que nos joueurs ne méritaient pas ça, je pense. T'sais. Ils ont travaillé fort. Ils étaient là pour compétitionner. Ça allait bien. Ça a été gâché par l'arbitrage, malheureusement. Mais écoute, comme je te dis, il y a des apprentissages à faire. On en a parlé avec eux. Il y a des apprentissages à faire à ça. Puis quand ça va arriver une prochaine fois, ben, on va être prêt à réagir face à ça. T'sais. Autant les joueuses que nous, l'équipe d'entraîneurs, ça a été difficile de gérer nos émotions aussi à travers ça, de se contrôler pour permettre à nos joueuses après de gérer ses émotions. Donc, ça a été un match difficile, mais rempli d'apprentissage. Good. Ben écoute,
On va espérer que effectivement, l'expérience rentre, rentre tout le temps, puis tu ne sais pas tout le temps par quel côté elle va rentrer, mais ça finit par arriver. Fait que ça, c'est une chose. N'empêche, les Titans s'en vont en finale. Ça va être une équipe, évidemment, très solide à affronter. Et l'autre côté, ben, on a la demi-finale qui est une reprise des 2 dernières finales, les Cougars de Champlain-Lennoxville contre les Highlanders de John Abbott. On pensait bien que les Cougars allaient régler ça parce que, résumé de la chose, les Cougars de Champlain-Lennoxville ont remporté les 2 premiers matchs de la série. Si je reviens dessus, c'était... excuse-moi, je suis en train de perdre mes affaires. Où en suis-je? Pourquoi j'ai perdu mes points? Champlain menait 3-0 hier. Oui, c'est ça, mais je sais que Champlain menait 3-0, mais je voulais... OK, Champlain a gagné le premier match 5-2. Excusez-moi tout le monde. Champlain a gagné le premier match 5-2, gagne le deuxième 4-2, puis c'est ça, mène 3-0 après une période hier. Fait que dans ma tête, à moi, je disais, OK, surprise quelque part que ça finisse en 3, mais bon, évidemment, il fallait que le match finisse. Le match est fini, mais effectivement, John Abbott, les gros canons de John Abbott sont réveillés. Sienna D'Alessandro puis Jade Barbirati, chacune 2 buts, remonte la pente, remporte le match 6-3, évite l'élimination. Puis il va y avoir un 4e match vendredi prochain. Donc, intéressant, très intéressant ça, de ce côté-là, de cette série. On s'attendait à quelque chose de spectaculaire, mais on l'a eu dans le dernier match, en tout cas. Exact. On a parlé la semaine passée que cette série-là pouvait partir d'un côté ou de l'autre à n'importe quel moment. Pour moi, ça faisait pas de sens que John Abbott avait la possibilité de se faire éliminer en 3. Je trouvais que cette équipe-là avait été trop bonne durant l'année pour se faire sortir en 3 matchs. Donc, pas tout ça, un 4e match. Je suis contente pour le hockey collégial québécois. C'est vraiment une bonne série. C'est tellement des bonnes joueuses, des bonnes équipes, des groupes d'entraîneurs vraiment très bons des 2 côtés. Je suis contente de voir qu'il va y avoir un match de plus. Puis je pense que je vais me déplacer à l'Arena McDonald's vendredi soir pour aller voir ça parce que ça va être excitant. Puis pourquoi pas créer l'égalité dans cette série-là, pousser ça au maximum. Je pense que John Abbott sont capables de le faire. Tout peut arriver dans cette série-là. On l'a dit, on l'a redit. Le momentum peut changer à tout moment. On le sait à quel point John Abbott a un premier trio qui est dévastateur. Quand ils se mettent à marquer, ils sont inarrêtables. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de préparation des 2 équipes cette semaine. Puis vendredi, il devrait y avoir un gros match. Là. Comment, justement, ça doit être quasiment frustrant pour John Abbott d'aller chercher un momentum de même, mais devoir attendre 5 jours avant de rejouer. J'imagine, tu aurais le goût de rejouer le lendemain parce que tu te sens... comment tu fais pour garder un... Parce qu'évidemment, tu ne peux pas garder tout le monde sur un high pendant 5 jours, il n'y a pas de match. Fait que comment les coachs, justement, vont être capables d'aller rechercher ça au bon moment, cette drive-là de leur fille de la dernière partie? C'est une bonne question. Honnêtement, ça va être un beau défi qu'ils vont avoir, mais en même temps, c'est une équipe avec tellement d'expérience. Ça fait 2 ans qu'ils se rendent au bout. Ils ont fait face à de l'adversité beaucoup. Cette saison aussi, là, tous les matchs qu'ils ont joué contre les Limoilou, contre Champlain-Lennoxville, ça a été des matchs hauts en émotion. Donc, je pense qu'à l'intérieur du vestiaire, ça va être capable de se motiver correctement pour aller rechercher cette intensité-là puis garder le momentum. Du côté de Lennoxville, ben là, ça va être de faire du vidéo, de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné dans les 2 premiers matchs, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné hier. Ça aussi, c'est une série qui a beaucoup de punitions. Là. Ça paraît qu'on est à 4 arbitres. Là. Dans les 2 séries, c'est énormément de punitions. Donc, de travailler sur les avantages numériques, les désavantages numériques pour s'assurer qu'on est capable de bien fonctionner quand c'est les avantages spéciaux qui sont sur la glace, parce que c'est là que la game peut se jouer en bout de ligne. Donnes-tu un avantage? Je sais que tout peut aller d'un côté comme de l'autre, mais donnes-tu un avantage à une des 2 équipes pour le prochain match? Est-ce que John Abbott, vu qu'elles sont à la maison... Ben, j'aurais tendance à dire que oui, ils ont été gagnés le dernier match. J'aurais tendance à dire que John Abbott peut prendre le momentum, mais en même temps, Lennoxville a tellement une belle équipe qui est équilibrée avec tellement de profondeur. C'est dur à dire, mais je pense que je vais y aller avec John Abbott pour qu'on aille un 5e match, pour que ça se rende jusqu'au bout de cette série-là.
Yes, on va se le souhaiter. Écoute, comme tu dis, on se voit vendredi. J'invite les gens à aller voir ce match-là. John Abbott Champlain, là, franchement, du très, très, très bon hockey. Sérieusement, ça joue de manière serrée. Oui, Champlain menait 2-0 dans la série, là, mais même le deuxième match, ça finit dans un filet désert pareil. Là, fait qu'il il y a quand même une grosse proximité. Vous autres, de votre côté, pour les Blues, est-ce qu'il reste des activités au printemps ou avez-vous des meetings à faire avec les filles, j'imagine, meetings de fin de saison, mais est-ce qu'il reste des activités sur glace à faire pour vous? Oui, donc il va y avoir les meetings de fin de saison qui devraient se dérouler prochainement. Après ça, nous, malheureusement, on n'a plus de glace parce que, bon, la glace ne nous appartient pas. Donc là, on a libéré les plages horaires. On va essayer de faire une activité d'équipe pour un party de fin de saison pour vraiment conclure ça. L'année passée, on avait fait un match avec les entraîneurs. On s'était tout habillés aussi. Donc, est-ce que ça va être ça cette année? On va voir. Il va y avoir le gala sportif du cégep de Dawson qui va avoir lieu aussi. Puis, on se prépare pour la saison prochaine. Il va y avoir un pré-camp au mois de mai où nos joueurs de recrues vont se joindre à nous avec les tests physiques pour voir un peu on en est où. Il va y avoir des activités au courant de l'été. Puis on va essayer d'arriver le plus près possible au début du mois d'août. Là. Est-ce que vous perdez pas mal de joueuses que vous savez que c'était leur dernière année? Y en a-tu pas mal? Ouais, ben on perd beaucoup de joueurs, on perd des gros morceaux, là, tu sais, Jeanne Orty, déjà en partant. Notre capitaine Madison de Souza quitte, Léa Salem qui a marqué 38% de nos buts cette année. On a Robin Peck qui joue en avant aussi, qui quitte. Kelsey Ungerbuller quitte. C'est des gros morceaux, c'est des joueurs qui jouent sur notre top 6, sur nos avantages numériques. Annika Anderson, ça fait 4 ans qu'elle jouait avec nous. Quitte aussi. Je pense que je ne veux pas en oublier. Je pense que ça fait le tour. Donc, c'est quand même beaucoup de joueurs. On est en un alignement court cette année. Donc, on a plus de joueurs qui rentrent que de joueurs qui quittent. Mais bon, ça fait partie d'un cycle collégial. Léa s'en va jouer avec les Carabins de l'Université de Montréal. Madison s'en va jouer avec les Marlets de McGill. Jeanne avec le Big Red de Cornell. Donc, on va suivre leur carrière de près, c'est sûr. Puis ça va être des inspirations pour les joueuses qui rentrent à Dawson, de voir ce que ces filles-là ont accompli. Je pense à Jeanne qui rentrait à Dawson et ne disait pas un mot anglais. Là, ça va être utilisé dans les meilleures universités aux États-Unis. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis c'est vraiment inspirant pour les jeunes de voir que c'est possible de suivre ce parcours-là. Absolument, absolument. Puis oui, on va suivre ça parce que je sais que vous avez aussi fait du bon travail de recrutement. Fait qu'on va hâte de voir les jeunes arriver puis rentrer puis prendre leur place. Puis, étant donné qu'il va y avoir de la place à gagner. Oui. Puis en finissant, là, je tiens à féliciter les Titans de Limoilou. Après avoir dominé dans les années 2010, là, en 2010 et 2019, là, ils ont tout raflé. Ça faisait 2 ans qu'ils n'étaient pas allés en finale. Là, de les revoir retourner en finale comme ça cette année, ça montre que le programme est toujours en santé là, du côté de Québec. Exact. On a bien hâte. On va suivre ça, évidemment. Donc, comme je disais, vendredi prochain, le 4e match. S'il y a lieu, un 5e match dimanche, mais sinon, après ça, ce sera autour de la finale, puis on va revoir les Titans contre les gagnantes des Highlanders, contre les Cougars. Fait qu'on se reparle, nous autres, la semaine prochaine pour faire le tour de tout ça encore, Léa. Merci beaucoup de ton temps et félicitations pour votre saison, même si elle ne se termine pas comme vous vouliez. Félicitations quand même. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie consacrée à tout ça. Fait que ça mérite toujours un bravo, malgré les résultats qu'on ne contrôle pas toujours. Merci beaucoup. Merci de nous permettre de parler de notre équipe comme ça aussi sur le podcast. C'est toujours apprécié. Ça fait plaisir. À très bientôt, Léa. Merci encore. Salut. Merci. OK, collégial masculin, Tristan Mac, Denzil Carigaya avec moi. Et avant même de les saluer, je vais vous dire à tout le monde, écoutez-les eux, mais pas moi, quand vient le temps de savoir ce qui se passe au hockey collégial, parce que vous pouvez lire mes articles. J'essaie de
présenter les choses, mais quand vient le temps de faire des prédictions, clairement, je suis nul. Fait qu'écoutez, Tristan et Denzel, bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Salut. Puis Philippe, on peut aussi éviter certaines de mes prédictions, bien que j'ai eu la moitié des bons résultats de la première ronde. Comme ça, c'est pas si pire, c'était du 50-50 rendu là, il restait un match à jouer, tu sais, c'est pas... mais écoute, grosse fin de semaine. On a commencé les quarts de finale. Pour ceux qui n'ont pas regardé ça, on a commencé les quarts de finale. Donc, l'entrée en scène des 4 grosses équipes qui avaient eu congé en première ronde. Et puis, visiblement, on avait soupesé l'idée que peut-être certaines de ces équipes-là allaient arriver peut-être rouillées ou je ne sais pas, avec un manque de rythme en partant. Ça n'a pas été le cas, mais pas du tout. Les grosses machines ont lancé des messages. J'ai aucune idée si ça avait rapport avec le fait que pour certaines, j'avais mis que les séries allaient être plus longues que ce qu'ils souhaitaient. Mais bon, ça a parti fort. Puis je veux commencer avec la série de La Flèche contre André Laurando. D'ailleurs, que j'avais prédit une surprise avec une victoire de 3-2 de La Flèche. Je m'attendais à ce que la structure défensive, l'organisation et assurément la partie qui m'intéressait là-dedans beaucoup, c'était la discipline. Je m'attendais à ce que cette discipline-là de La Flèche soit peut-être à son avantage. Mais écoute, André Laurando, puis Tristan, je pense que tu es très bien placé pour en parler. Mais le Boomerang d'André Laurando, on l'a dit, c'est une équipe bâtie pour les séries. Et ils ont joué à un très, très haut niveau en fin de semaine. 2 solides victoires. Je te laisse nous raconter ça. Donc, 2-0 à l'avance du Boomerang sur les Dragons. Écoute, le premier match, c'est pas compliqué. Là, c'est un match qui n'a pas été facile. On va se le dire comme ça. Un match là, où est-ce que le Boomerang a fait face à l'adversité un petit peu là, face à Étienne Gélina, qui a été fumant en première période, qui a bloqué plusieurs bonnes opportunités de marquer du Boomerang. Quand je regarde les lancers, là, c'est 42-22 le premier match en faveur d'André Laurando dans le premier match, en fait, au niveau du chapitre des tirs au but. Ça montre la qualité du travail de Gélina dans le premier match. Et il ne faut pas l'oublier, le Boomerang, depuis les derniers matchs, là, on voit certaines combinaisons qui vont de mieux en mieux, puis certains joueurs là, qui s'illustrent. Là. Puis je pense notamment à Samuel Dion, qui fait tout un travail depuis le début des séries éliminatoires. Samuel est vraiment là, malgré sa petite stature, là, en termes de grandeur et de grosseur, c'est un joueur qui joue gros. C'est un joueur qui est très efficace dans les deux sens de la patinoire. Très bon au chapitre des mises au jeu. Lui, flanqué de Pilon et de Marcotte, là, il joue du très gros hockey depuis au moins les 3 à 4 dernières semaines. Mais, tu sais, c'est pas juste eux. C'est un travail collectif de la part du Boomerang. C'est tout le monde qui fait le travail. Ce trio-là se démarque peut-être un petit peu plus, mais quand même, tout le monde fait le travail. Dans le premier match, c'est 2 buts de La Flèche qui ont été marqués en désavantage numérique sur des erreurs individuelles de possession de rondelles ou de positionnement défensif. Puis à part de ça, si on enlève le désavantage numérique, c'est un match de 3-0 pour le Boomerang. Donc, tu sais, c'est des petits aspects du premier match que le Boomerang a été en mesure de corriger pour le match numéro 2 du côté du Collège de La Flèche. Puis quand je regarde le premier match, là, le Boomerang a marqué 3 buts en première période, a été 5-7 en avantage numérique. L'indiscipline du côté du Collège de La Flèche, là, ça a été un maillon faible, surtout dans le deuxième match. On a senti de la frustration de la part de la formation de Vincent Dumont. Le Boomerang a été agressif, a été une équipe là, qui était dans le visage de l'adversaire en tout temps. Un échec avant soutenu, du bon jeu défensif, des bonnes mises en échec. Là, du côté des filons, pas des filons, des dragons, pardon, j'ai hâte de voir
comment l'équipe va rebondir et si elle va rebondir. J'explique. Après le 6e but du Boomerang en deuxième période dimanche au Colisée Jean-Guy Talbot, Vincent Dumont n'a fait aucun signe à son gardien de but de quitter la partie. Et Étienne Gélina a quitté le match par lui-même, a fait signe à Jérémy Tessier, embarque sur la glace. Pour moi, c'est terminé ce match-là. Il a brisé son bâton dans le couloir. Il a lancé son équipement au sol, donc bouclier, gants et masque. J'ai hâte de voir la suite parce que, honnêtement, un gardien de but qui montre de la frustration comme ça, oui, c'est peut-être un message à ses joueurs, à ses coéquipiers pour dire « Hey, les gars, vous avez mal joué devant moi, vous ne pouvez pas me laisser seul. » Ou soit que c'est lui qui est vraiment sorti mentalement de ce match-là. Ben, d'une manière ou d'une autre, il est sorti mentalement. Rendu là que le message, si c'est ça le message qu'il veut faire, il y a une erreur. En partant, son jugement n'est pas le bon à ce moment-là, ou tout simplement, comme tu dis, c'est une accumulation. La vitesse à laquelle il est arrivé au banc de son équipe, je pense qu'il est arrivé au banc de son équipe aussi vite que les gars du Boomerang pour aller célébrer le but avec leur coéquipier. Il était déjà rendu au banc de son équipe. Fait que tu l'as mentionné, c'est pas un appel de Vincent Dumont du tout. Là, il a filé au banc de son équipe immédiatement. Oui, c'est 40-24 les lancés, encore une fois. Là. Les Dragons ont tiré 46 fois au filet depuis le début de la série, puis le Boomerang a tiré 82 fois. Puis c'est quand même étonnant parce que les Dragons, c'est l'équipe, c'est la troisième, c'est l'équipe au 3e rang pour les buts contre, pour en avoir accordé le moins en saison régulière. C'est là que tu vois qu'en séries éliminatoires, c'est une toute nouvelle saison. Ça se passe sur la glace. Puis, tu sais, il ne faut pas l'oublier. Le Boomerang s'est incliné dans ses 3 matchs contre les Dragons en saison régulière. Et quand je regarde la feuille de pointage, Alexis Hull est toujours blanchi depuis le début des séries éliminatoires. Ah, exact. Puis, tu sais, Denzel, je te demanderais ça à toi. Est-ce que, d'après toi, bon, il y a un paquet de choses, c'est tout le temps multifactoriel, mais est-ce qu'on a dépensé trop d'énergie dans la première série et il y en a manqué pour affronter une équipe qui était gonflée à bloc? Comment tu as vu ça? Mais j'allais justement aborder ce point-là. Je pense que les équipes qui auront connu une série de 3 matchs en 8e de finale, je pense que c'est un point qu'on doit aborder. Nécessairement, la Flèche avait l'avantage de la glace lors du 3e match face à Saint-Laurent, mais de jouer un match à haute intensité avec beaucoup d'émotions, puis d'arriver déjà dans une série quart de finale face à une équipe qui, elle, joue son premier match et dans un état d'esprit où est-ce qu'on n'a pas encore connu notre premier match en séries éliminatoires, on arrive là sans réelles attentes. Je pense que ça a peut-être désavantagé les Dragons du Collège La Flèche. Il reste qu'on a déjà battu le Boomerang 3 fois cette année. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire 3 fois consécutivement dans les jours à venir? La question se pose et ça va être très difficile étant donné que le Boomerang donne quand même une opposition qui est très féroce. On a une équipe qui est très difficile à affronter, puis je pense qu'on a des éléments en place qui font la différence. Je pense notamment, on a parlé de Samuel Dion, mais on a aussi Samuel Kimmerly, qui est un joueur qui a connu les épopées avec les Griffons en séries éliminatoires. C'est un joueur qui est robuste, qui, lui, est bâti pour les séries éliminatoires. Il a gagné dans ce circuit-là. Il a aussi été en mesure d'être un rouage important d'une défensive, puis de voir le Boomerang avec un gardien comme Bellemare qui semble être en contrôle de la situation. Je pense que ça va être très difficile pour les Dragons. Il reste que si on prend les choses un match à la fois, on pourrait peut-être créer une certaine surprise, mais je pense que le Boomerang a déjà une main prise sur les Dragons à l'instant qu'on se parle. Ben, un gros avantage, pas de doute, mais la question va être la possibilité de, puis on va espérer que la semaine va aider, là, mais il faut retrouver le Étienne Gélina en possession de ses moyens pour avoir une chance. Bon, on a toujours une chance, là, les mathématiques, c'est correct, mais dans les faits, réalistement, ça prend un Étienne Gélina en pleine possession de ses moyens. Donc, ça va être une clé importante. On aura aussi besoin de buts. On aura aussi besoin de buts du côté de la Flèche. Évidemment. On a inscrit 2 buts en désavantage numérique dans le match numéro 1. Un seul dans le match numéro 2. On ne peut pas gagner des séries en inscrivant seulement si peu de buts dans des matchs comme ça. Exact. Puis quand on regarde le 2e match, là, c'est plusieurs punitions pour avoir raccroché, des doubles échecs, retenir, de l'obstruction, de la rudesse. Quand tu as beaucoup de punitions pour rudesse, là,
c'est parce que il y a un certain manque de contrôle d'émotion, là. Je veux dire, en le sens où est-ce que les arbitres n'appelleront pas tous les petits coups de poing qui se donnent, là. Ils vont seulement signaler ce qui est vraiment de la grosse intimidation, ce qui peut faire en sorte qu'un match va dégénérer. Et aussi, dans le deuxième match, il ne faut pas oublier, Louis-Olivier Charland s'est blessé du côté du Boomerang. Olivier Deschênes s'est blessé du côté du Collège La Flèche. C'est quand même 2 morceaux importants. Je n'ai pas l'impression... En tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner, là. Mais c'est 2 morceaux de taille pour les formations respectives. Et Denzel, tu as bien fait d'amener le point sur Samuel Kimmerly. Quand vous regardez Samuel Kimmerly sur la glace, la qualité de sa protection de rondelle, c'est au-delà de la moyenne. Son jeu physique, sa robustesse, vraiment, là, c'est une armoire à glace sur la patinoire. Et puis, je ne pense pas que les joueurs adverses aiment affronter des joueurs de la trempe de Samuel Kimmerly, de la trempe des Maverick Tiver, des Daniel Milocerni de ce monde. Du côté du Boomerang, là, c'est plusieurs joueurs qui s'imposent physiquement, mais qui sont capables de jouer au hockey aussi. Là. Faut pas tu l'as dit, parce que Kimmerly, c'est ça qui m'a. Tu sais, si Kimmerly, est-ce qu'il allait s'imposer physiquement? Il fallait s'y attendre. J'ai trouvé qu'il a été extrêmement solide en contrôle de rondelle. Garder les possessions offensives actives, s'assurer d'avoir un gros travail à la pointe, faire bouger la boîte défensive. Il a été extrêmement actif en contrôle de rondelle. On le sentait vraiment. Il était le cœur arrière de l'équipe et il agissait comme tel dans les 2 premiers matchs. Beaucoup de confiance dans son jeu. C'était très intéressant. À petite échelle, il m'a fait penser à un style de Chris Pronger, un gars vraiment en contrôle. Non, mais je veux dire, il est grand et costaud, donc à partir de ce moment-là, il s'impose déjà, même à l'œil. Mais je trouvais qu'il était en contrôle du match, en contrôle du jeu en territoire adverse, puis évidemment son jeu physique. Mais bon, toute comparaison est en boiteuse, là, je faisais juste mentionner. Ouais, mais le style de jeu, c'est vraiment le cas, là, Philippe. C'est vraiment le cas. Pour moi, c'est cette image-là, c'est ce moule-là de joueur qu'est Samuel Kimmerly. Puis, c'est un ajout de taille que le Boomerang a fait pendant la saison. Puis, il ne faut pas oublier les autres joueurs non plus qui font tout un travail aussi, là, parce que le Boomerang, c'est un jeu d'équipe, c'est une affaire d'équipe. Puis, Alexandre Ardenneau là, est en train de roder son équipe au quart de tour depuis le début des séries, puis depuis le début de la fin de la saison. Là. Et même depuis le début de l'année, je dirais aussi. Là. J'en doute pas, puis sûrement que ces autres joueurs-là vont avoir l'occasion amplement de s'illustrer. On pourrait, on fera pas une chronique Boomerang, même si leur J'ai assez parlé, messieurs. Hein? J'ai assez parlé, messieurs. Ah non, tu vas parler encore, j'en doute même pas, c'est pas le point. Mais on a d'autres équipes. Sorel Tracy contre Alma. Les Genois d'Alma, un peu la même chose, je dirais, que la série contre le Boomerang, entre le Boomerang et les Dragons. Les Genois d'Alma face aux Rebelles, ça a été franchement disons un rouleau compresseur des Rebelles de Sorel Tracy dans les 2 premiers matchs. Oui, les gros canons ont su frapper, mais au-delà de ça, c'était partout, c'était constamment. Puis même des Ilya Arsenault-Roland puis Mathis Desgagnés dans le premier match, c'est eux autres qui ont fait bouger les cordages. Donc, Denzel, je te laisse aller sur celle-là, mais franchement, moi, ça m'a fait penser, là, en termes de domination, un peu à ce qu'on a vu dans ces premières séries dont on a parlé. Je suis très d'accord avec ce fait-là. Je pense que du côté des Rebelles, on sait que c'est notre année. On sait qu'on a un groupe dans lequel on a bâti depuis plusieurs saisons. Puis on est arrivé fin prêt face aux Genois du Collège d'Alma. Juste de voir le chapitre des tirs dans ce match numéro 1, je pense qu'on a 69 tirs du côté des Rebelles. Ça parle du travail qui a été effectué par les Sorellois. Puis du côté des Genois, je pense qu'on a pu s'appuyer sur une performance de Frenette qui aura permis à son équipe de rester dans le match le plus possible, mais on a vu que les Janois, on sait que c'est une équipe qui est jeune, qui a peut-être performé un peu plus de ce qu'on attendait de la formation de Pascal Hudon, mais en séries éliminatoires, on voit les Rebelles prendre le dessus pour l'instant. Je pense que le match numéro 2
à Alma parler de l'emprise et surtout de la profondeur qu'on a du côté des Rebelles. Oui, on peut compter sur des Hugo Vézina-Fusé, des Léo Saint-Michel, mais on a encore des joueurs qui, eux, sont en mesure d'amener leur touche. C'est des joueurs qui ont peut-être évolué dans l'ombre de ces deux jeunes joueurs depuis leur arrivée dans la Ligue collégiale, mais un Ilya Arsenault-Roland qui est capable d'amener son grain de sel à une offensive, je pense que toutes les équipes rêveraient d'avoir un apport offensif de cette trempe-là. Par la suite, devant le filet, Justin Roux qui est incroyable, ou aussi un autre gardien recru qui continue de bien performer en séries éliminatoires. Puis on peut permettre aux Rebelles de croire en nos chances dans ces séries éliminatoires. On mène 2-0 cette série face à Alma. On était en mesure d'aller chercher une grosse victoire à Alma. C'est pas facile d'aller jouer un match au centre sportif Mario Tremblay, puis d'avoir une victoire écrasante de cette manière-là. Je pense que ça part du talent qu'on a du côté des Rebelles et qu'on est en mission pour conclure cette série. Intéressant que tu parles de Justin Roux, justement. C'était un match qui, si tu regardes juste au chapitre des tirs, ça semblait assez serré, mais les occasions de marquer ont été là du côté des Rebelles. Ils en ont profité. Justin Roux, c'est ça, c'est 52 arrêts sur 53 tirs en 2 matchs. Pas le choix de souligner ça, c'est majeur là, comme implication. Puis, quand on regarde les résultats des premiers matchs des quarts de finale, messieurs, c'est là à quel point que la 8e de finale devient un poison pour les équipes dans la Ligue collégiale. Tu veux finir dans le top 4. Je regardais les tirs au but dans 3 des 4 premiers matchs. Là. C'est une très, très grosse différence. Je pense notamment à Champlain-Saint-Laurent contre Outaouais, 69-8, je pense, les tirs. 52-8, quelque chose du genre. C'est assez majeur. Et du côté des Rebelles, un autre aspect qui fait la différence, et ça, pour vrai, c'est un fait d'armes de la formation d'Éric Messier. Ça a toujours été son pain et son beurre. L'avantage numérique des Rebelles est dangereux. Il est à 45% depuis le début des séries, ce qui est énorme. 85% des avantages numériques. Tu sais, honnêtement, là, quand on regarde les différents matchs, là, les buts en unité spéciale, particulièrement en jeu de puissance, c'est ça qui fait la différence actuellement dans les différentes séries. C'est majeur. Là. Du côté d'Alma, 6,25% d'avantage numérique, 62,50% en désavantage numérique. Les chiffres disent tout. Il y a des clichés des fois. Un cliché devient un cliché généralement parce que c'est arrivé souvent. Et il devient un cliché parce qu'on le surutilise peut-être, mais il y a toujours un fond de vérité. Puis les unités spéciales en séries éliminatoires, c'est rare qu'à moyen long terme, on puisse s'en sortir sans leur apport. Puis regarde ce que les Rebelles arrivent à faire actuellement. C'est la recette, on a beau dire, c'est la recette, profiter des occasions. Puis avec le talent qu'il y a du côté de Sorel-Tracy, si on leur permet d'être aussi opportunistes, à quelque part, les Janois ne peuvent pas demander à leurs gardiens de tout faire. Donc, c'est une équipe jeune, puis ils savaient, là, je pense qu'ils savaient que le défi allait être grand. Puis, il ne faut pas se surprendre. C'est juste que ça reste que des victoires impressionnantes comme celle-là. Il faut lever notre chapeau. C'est jamais des matchs faciles. On a beau dire ce qu'on voudra. Fait qu'arriver comme ça, être aussi solide, structuré, discipliné dans la façon de jouer, puis opportuniste, regarde, à un moment donné, tu ne peux pas demander mieux. Là, quand une équipe de ce niveau-là joue un match textbook, façon de parler, là, pratiquement parfait, qu'est-ce que tu peux faire quoi contre ça? Là? Puis quand on regarde du côté des Rebelles, Denzel l'a mentionné, il y a Arsenault-Roland et Mathis Desgagnés. Pour moi, ce sont 2 joueurs que tu veux avoir dans ton équipe en séries éliminatoires. Arsenault-Roland est probablement un des joueurs les plus travaillants dans ce circuit-là, dans toutes les facettes du jeu, que ce soit dans ses batailles territoriales, que ce soit devant le filet en avantage numérique. Et du côté de Mathis Desgagnés, c'est une peste sur la glace. N'importe quel joueur dans n'importe quelle équipe de la Ligue va dire « Oh, Mathis Desgagnés à Sorel, j'aime pas ça jouer contre lui. Par contre, je le prendrai dans mon équipe demain matin. » Donc, des fois, ça prend ces types de joueurs-là en séries éliminatoires qui font la différence. Et c'est intéressant de voir ça. Puis, j'ai hâte de voir la suite parce que, tu sais, là, on va en parler.
Lionel Groulx contre Thetford Mines. On va y arriver. Moi-même, j'avais dit Lionel Groulx va perdre cette série-là en 3 matchs. Je fais mon mea culpa. Je suis impressionné par les Nordiques depuis le début des séries actuellement. On va y arriver. Promis, évidemment. Mais avant, je veux qu'on tombe dans la série Champlain-St. Lawrence contre Outaouais. Denzel, tu mentionnais tantôt justement ces équipes-là qui ont eu à jouer 3 matchs en 8e de finale. Ça a paru. C'était dur de plus paraître que ça. Tristan a glissé un mot tantôt. 52-8, le premier match au niveau des tirs au but. Ça finit 6-1. Je pense qu'on a la règle de 3 est quasiment claire. Là. C'est 52-8 d'un tir au but, 6-1 dans le match. On ne peut rien faire là, quand on fait ça. Le deuxième match, par contre, a été intéressant. Le premier, je ne veux pas m'y attarder tant parce que, bon, OK, disons que c'est le genre de match que tu ne fais pas un plan de match en fonction de ça. Tu sais que ça va arriver dans la saison, ça arrive. Gagne ou perd, tu dois l'effacer puis penser que ce n'est pas une référence. Le deuxième match a été très intéressant, par contre. Et c'était pas si loin pour Outaouais de créer l'égalité. Là, ça fait mal parce que tu es au bord du précipice. Mais dans les faits, si tu continues à jouer des matchs qui ressemblent à ça, tu es prêt un à la fois, on ne sait jamais. Exactement, les Griffons qui ont donné une bonne opposition, j'ai envie de dire, aux Lions dans ce match numéro 2, parce que lors du match numéro 1, j'ai fait le voyage à Val-Bélair, puis ça a été très, très difficile. Le match a quand même débuté avec un but très rapide de St. Lawrence. On les sentait vraiment affamés, puis d'encaisser un but en à peine 1 minute, on a senti que l'énergie était du côté de St. Lawrence. On a peut-être joué un 10 minutes assez partagé par la suite où est-ce que les Griffons étaient en mesure de créer l'égalité, mais après ça, la chaîne a vraiment débarqué. Puis, il faut dire qu'on avait joué mercredi à Lennoxville. On a voyagé le soir, on est revenu pratiquement jeudi le matin. On repart vendredi à midi pour jouer à Val-Bélair le vendredi soir. Je pense que le fait d'avoir des Lions reposés puis des Griffons qui peut-être manquaient d'énergie a peut-être amené cette performance parce qu'on a vu St. Lawrence vraiment tout casser sur son chemin. Par la suite, lors du match numéro 2, je pense que les Griffons ont quand même été en mesure de prouver à St. Lawrence qu'on est capable de jouer cette série-là, puis de semer un peu le doute dans la tête. La formation de Pierre-Cédric Labrie, on a débuté le match quand même en force. On a senti qu'il y avait une certaine énergie. On inscrit le premier but dans ce match-là. On prend les devants 2-1 par la suite. Mais du côté de St. Lawrence, dès qu'on a saisi l'opportunité en deuxième période de capitaliser sur l'avantage numérique, on l'a fait. On a fait la différence avec différents joueurs qui, veut pas, même si c'est pas Benjamin Chabot qui en ce moment est le meneur offensif de sa formation, peut bénéficier d'un apport offensif de Mathias Loisel, de Mathis Croteau, de Maverick Delisle et j'en passe. On a tellement de joueurs offensifs qui sont en mesure de faire la différence que dans cette série-là, on voit la profondeur que St. Lawrence. Et je pense qu'offensivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir autant de talent. Puis en défensive, on peut compter sur une défensive qui accorde tellement pas de buts en séries éliminatoires. C'est très difficile d'attaquer le filet de Simon Boucher, puis on l'a vu toute la fin de semaine du côté des Griffons, même si on est passé quand même très près d'aller chercher un résultat dans le match numéro 2. On baisse pavillon dans un match qui aurait été quand même intéressant. Il y a de quoi bâtir pour la formation de Maxime Villeneuve-Ménard dans ce match numéro 2 parce que c'est sûr qu'on a échappé le match numéro 1, on est acculé au dos du mur, mais si on se dit qu'on est capable de jouer un match numéro 3, un peu dans le style que le match numéro 2, on va se donner une bonne chance de performer dans cette série. Ah, c'est d'accord. Puis, tu sais, moi, il y a une chose, en tout cas, un élément. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de mettre de la pression sur une personne, c'est jamais comme ça, là, c'est pas ça. Mais Mathis Paris, comme capitaine, a besoin d'avoir un match plus, comment je pourrais dire, plus stable, plus constant, est capable de bonnes choses, est capable de grandes choses. Je comprends que c'est pas tout le temps évident. Tu sens que tu as besoin de mettre peut-être ton équipe sur tes épaules à certains moments. Mais c'est à ce moment-là que tu as besoin des joueurs comme ça qui gardent leur sang-froid, qui sont capables d'être efficaces tout au long et dans toutes les phases. Le premier match, il y a eu des erreurs de sa part. Il y a eu des. Puis évidemment, là, c'est pas de sa faute. Là, ça finit 6-1, 52-8. Là, c'est clairement pas Mathis Paris qui a fait ça. C'est l'équipe au complet. C'est pas ce que je veux dire, mais dans le deuxième match, on l'a vu. Là, il a produit, il a amené des choses. Par contre, par la mise au jeu à la fin qui donne le but, qui mène au but final. Encore une fois, l'idée, c'est pas de cibler lui, mais c'est juste de dire que c'est quelqu'un
dans cette équipe-là de l'Outaouais qui a besoin de montrer le chemin, puis d'y aller justement, de ne pas voir la montagne, mais d'amener son monde à dire, OK, ça se fait pas à pas, puis c'est sur chaque jeu qu'il faut être le plus solide possible, le plus efficace possible à chaque fois, chaque chiffre. Puis c'est là qu'on va peut-être se reprendre. Puis ça fait partie de son travail de capitaine. Lui, Xavier Martin doit être présent aussi. Il y a des gars comme ça dans cette équipe de l'Outaouais qui sont capables de faire les bonnes choses. Il faut juste être patient et surtout s'assurer d'être efficace présence après présence. Ouais, exactement. C'est des joueurs qui sont capables de faire la différence. On a vu le capitaine Paris inscrire un but très important dans la première période lors du match numéro 2. Puis c'est un joueur qui est un vétéran dans l'équipe. Il a connu la saison passée. Il a pu baigner avec les vétérans qui ont gagné la conquête il y a 3 ans du côté des Griffons. Donc, c'est certainement un joueur qui va être en mesure d'apporter beaucoup à la formation de Maxime Villeneuve-Ménard. On a des joueurs qui ont tombé au combat malheureusement du côté des Griffons. On pense notamment à Pierre-Olivier Gagnon qui, dans le match numéro 3 à Lennoxville, a été renversé le long de la rampe puis son épaule s'est déboîtée, ce qui veut donc dire que sa saison est terminée vraisemblablement. Donc, c'est un apport offensif qu'on aurait certainement voulu du côté des Griffons. On a une équipe qui est jeune à l'offensive. On a des joueurs qui sont capables de faire la différence, mais je pense que du côté des Griffons, on va vouloir se concentrer sur notre jeu hermétique. On est une équipe qui travaille. C'est quand on joue de cette manière-là qu'on va être en mesure de causer une surprise. Et du côté des Lions, je pense qu'on va vouloir vraiment museler ses forces à l'offensive. Du côté de Paris, Julien, Martin, c'est des joueurs qui ont du talent à l'offensive, mais pour l'instant, les Lions qui les contiennent quand même très bien. Donc, il faut lever le chapeau à la formation de Pierre-Cédric Labrie. Complètement. Oui, oui. Pour vrai, Champlain-Saint-Laurent, c'est une équipe dangereuse, une équipe qui a de la profondeur, des joueurs là, qui se démarquent. Je pense notamment à Loisel, un ancien joueur là, des Oursons de la Polyvalente, Marcel Landry à Saint-Jean, en banlieue de Montréal. Il fait tout un travail. C'est d'ailleurs lui qui a été nommé la recrue de l'année là, dans le circuit collégial des 1. Donc, vraiment, là, PC Labrie qui fait tout un travail. Puis, c'est une équipe qui sera à surveiller définitivement pour le restant des séries éliminatoires. Exact. Et on termine notre tour, évidemment, avec la série qui est la seule à 1-1. Celle entre les Nordiques de Lionel Groulx et les Filons de Thetford. Peut-être surprenamment, il y a Tristan qui voyait dans les Nordiques une équipe capable de déranger les Filons. Et visiblement, tu avais raison parce que même dans la défaite dans le premier match, les Filons ont gagné le premier match 3-1, c'était 1-1 après 2 périodes et c'était 30-28 les tirs après 2. Et là, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, là, on est dans une bataille et si on se lance dans une bataille d'aller-retour, les Nordiques sont capables de s'amuser à jouer à ça aussi, là. Donc, ils ont la force de frappe nécessaire. Je le sais que Brassard n'est pas là. Sa saison est terminée. Malheureusement, on parle peut-être même d'une carrière terminée dans son cas. On va se croiser les doigts pour que ça n'aille pas jusque-là, mais c'est une possibilité. Mais n'empêche, quand on revient au match comme tel, le premier match aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Ça finit 3-1 pour les Filons. Puis dans le deuxième, c'est les Nordiques qui font l'inverse, qui s'en vont gagner le match 3-1. Tristan, je te laisse nous proposer ton analyse de tout ça. J'aime vraiment le jeu des Nordiques depuis le début de cette série-là. Je trouve ça un peu surprenant aussi par moment de voir que c'est aussi serré. Du côté des Nordiques, il faut donner crédit à Jacob Chicoine, Maxime Lebeau, qui lèvent leur jeu d'un cran au niveau de la défensive. Je pense aussi à Thériault, Théoret, qui font tout un travail. Thériault, 3 buts, dont 1 en avantage numérique lors du deuxième match de cette série. Ils font tout un travail. Quand j'ai regardé plus particulièrement la troisième période du match là, numéro 2, lorsque je suis revenu à la maison après le voyage à Trois-Rivières, j'ai été impressionné par le gardien Laplante. Oh oui. Il ne faut pas l'oublier, là. Je sais que Rémi Cloutier est revenu à l'entraînement et qui porte son chandail à titre de gardien numéro 2, mais pendant un certain temps, Laplante a été le seul gardien de but des Nordiques de Lionel Groulx et il a maintenu le cap. C'est un signe de résilience et j'espère que les joueurs
le personnel d'entraîneur des Nordiques, on dit aux patineurs, messieurs, vous en devez une à votre gardien de but qui a maintenu le cap tout seul pendant quasiment un mois de temps. Par la manière que je vois les choses, je regarde les filons aller, je sais qu'ils ont de la profondeur. Je sais qu'ils ont les Nathaniel Aubert, les Simoneau, les Dufour, les Medina, bon, on en a parlé souvent cette année, mais le niveau de jeu des filons depuis le début des séries éliminatoires me rend un peu sceptique pour l'instant. Je ne suis pas encore convaincu. Quand on parle que c'est une nouvelle saison, ça semble être le cas du côté des filons. Peut-être qu'ils sont rouillés parce qu'ils n'ont pas joué beaucoup dernièrement, mais c'est du hockey série. Les Nordiques leur donnent la vie dure, puis ça va être très, très, très serré dans les matchs numéro 3, 4 et peut-être le match numéro 5 dans cette série-là. Est-ce que ce sont les Nordiques qui rendent la vie difficile au filon? Est-ce qu'on ne sous-estime pas justement les capacités des Nordiques? Parce que c'est une équipe dont on a mis en doute la structure défensive toute l'année. Et sans dire que ça a été des grands matchs défensifs, parce qu'il y a eu des tirs au but, mais ça reste, c'est comme on fait le travail, on crée une boîte défensive, c'est correct. On accorde certains tirs de loin, la plante fait le travail. Oui, il y a quand même le talent des filons qui font qu'ils arrivent à se créer des chances, c'est tout. Ça va continuer d'être. Mais tant qu'on n'arrivera pas à s'installer de manière aussi dominante en zone adverse, d'être constamment en train de mettre la pression, ben on donne des occasions nordiques justement de faire de la contre-attaque, de revenir, de jouer. Puis là, ben, si Théoret, Thériault et compagnie ont de la place, ben, ils vont répliquer. Puis c'est un peu ce qu'on a pu voir, même si ça n'a pas été des festivals de buts. On a permis à ces gars-là de venir nous frapper au bon moment. Ça va être à voir, mais je suis globalement, sans dire que c'est une clinique de défensive, là, vraiment pas là, on n'est vraiment pas là, mais je suis globalement intrigué par la capacité de jeu défensif, ou en tout cas, c'est mieux structuré. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là. On dirait qu'on voit quelque chose dans la structure défensive des Nordiques qu'on n'a pas toujours vu cette saison. Ah, en effet, puis par contre, ce que j'ai moins aimé, en fin de match, les filons sont en train de bourdonner dans le territoire des Nordiques. Il y a plusieurs occasions de marquer de qualité. Il y a un joueur qui prend une punition de mauvaise conduite en fin de match. Il reste 2 minutes et demie ou environ. Là. Ça donne un avantage numérique de fin de match aux Nordiques du collège Lionel Groulx. Ça scie les jambes au filon, cette punition-là en fin de match. C'est le genre de punition qui ne peut pas être prise par un joueur en séries éliminatoires. Là. Et sur la caméra, on a vu Martin Bernard qui n'était pas content derrière son banc et avec raison. Exact. Denzel? La bonne nouvelle du côté des filons, pour moi, c'est qu'on a déjà vécu ce genre de série serrée. L'année passée, on a joué une série quart de finale en 5 matchs face à l'Outaouais. On a joué 5 matchs face à Alma aussi lors de la série suivante. Donc, on est une équipe qui a déjà été dans ce genre de situation où est-ce que nécessairement, on n'a jamais eu l'avance de 2 matchs dans une série. Donc, on va pouvoir bâtir sur qu'est-ce qu'on a bien fait au fil des dernières années pour essayer de s'en sortir. Et du côté des Nordiques, je pense qu'on a mentionné le nom de Thériault et de Théoret, mais il faut donner beaucoup de crédit aussi à Jérémy Leduc qui, en ce moment, peut-être remplace l'apport qu'amène Benjamin Brassard sur la patinoire. C'est un joueur, comme j'avais mentionné il y a quelques jours de cela, qui est bâti pour les séries. Lui aussi, c'est un bonhomme qui est costaud, qui a quand même de bonnes aptitudes offensives. C'est un leader du côté de Lionel Groulx. Puis en ce moment, il fait savoir 2 mentions d'aide dans le match numéro 2. Puis ça va prendre des performances de ces individualités-là du côté de Lionel Groulx pour se permettre d'y croire. Et j'ai hâte de voir la réponse de Tedford. On a une équipe qui, on l'a mentionné, on l'a vanté au fil de l'année. On a beaucoup d'expérience. On va vouloir jouer nos meilleurs matchs, puis d'arriver face à Lionel Groulx qui donne une bonne opposition. Je pense que ça va galvaniser les troupes de Martin Bernard dans cette série. Ça va être très intéressant à suivre l'ambiance aussi à Tedford dans le match numéro 3. On sait que ça peut être une foule imposante. Donc, les Nordiques qui vont devoir être prêts, mais quand on a un Justin Laplante qui continue à faire des exploits, je pense qu'on peut se permettre d'y croire du côté des Nordiques.
J'apprécie que tu mentionnes le travail de Jérémy Leduc, parce que c'est vraiment lui, hein, en passant sur le premier but du match dans la deuxième partie, rapidement dans la première minute, Thériault s'en va marquer. Mais c'est le travail de Leduc qui s'en va récupérer la rondelle sur la rampe qui permet à Thériault d'avoir cette occasion-là. Donc, c'est un bel exemple de gars, justement, qui complètent des joueurs de très haut talent, mais qui permettent à ces gars-là d'avoir la rondelle. Donc, non, ça a été très bon. J'ai hâte de voir, ça va être intéressant parce que là, Thetford se retrouve dans une situation où eux ont-ils pris, est-ce que les joueurs, je ne pense pas que les entraîneurs l'ont fait, mais est-ce que les joueurs ont pris un peu à la légère cette situation-là, étant donné leur domination pendant la saison, étant donné leur position, étant donné que c'était une équipe de vraiment de bas de classement, les Nordiques. Bon, assurément, si c'est le cas, ça les a réveillés. Puis cette semaine, ils ont dû travailler très fortement, être extrêmement concentrés parce qu'ils doivent savoir qu'une fois concentrés, une fois dans leur monde, s'ils jouent à l'intérieur de ce qu'ils sont, ils devraient gagner ces matchs-là. Maintenant, l'autre côté, c'est que les Nordiques sont en mode rien à perdre. Puis en série, une équipe qui est en mode rien à perdre avec le talent qu'ils ont. Puis si un Justin Laplante peut décider que lui, il s'amuse à bloquer, à empêcher le déroulement normal des choses d'arriver. Ils vont se faire un plaisir de le faire. Fait que ça va devenir un peu mental, là, tout ça. Oui. Puis, tu sais, le prochain match, quant à moi, sera le match le plus important de cette série-là. Ça va se dérouler du côté de Thetford Mines. On sait combien c'est une foule hostile du côté de Thetford quand les joueurs de football, les compagnies des filons sont du rendez-vous. Ça ne sera pas évident. Si c'est pour être en faveur des Nordiques, ceux-ci vont avoir une très bonne foule du côté de Blainville également. Ça pourrait jouer en faveur de la formation de Charles Dupéry. C'est rendu un 2-3 avec l'avantage de la glace pour les filons dans la fin de cette série-là. Donc, du côté de Charles et de son équipe, c'était pas compliqué. Oui, ils n'ont rien à perdre et tout. C'est le début d'une nouvelle série. Là. C'est un 2-3 d'ici la fin de la série. Alors, il faut vraiment que les Nordiques là, mettent le pied sur la pédale en partant, qu'ils éteignent, qu'ils mettent en silence la foule des filons tôt dans le match au centre Renaud-Fournier. Puis, qui sait, peut-être qu'ils vont être l'équipe Cendrillon de la première ronde des séries éliminatoires. Sait-on jamais? Si c'est pour donner ça, permettez-moi de croire que les demi-finales vont être encore plus savoureuses par la suite. Là. Donc, mais là, on va se rendre à la rivière avant de l'avoir traversée, mais ça va être super intéressant. Là. Puis, honnêtement, à être un joueur des Nordiques, tu ne peux pas ne pas être excité pour la fin de cette série-là. Là. C'est sûr qu'ils aiment leur position, il n'y a pas de doute. Bon, donc, avec tout ça, avec toute cette grande analyse, je garde mes prédictions. Je n'ai pas le choix, ils sont écrites, mais je vais me tromper sur à peu près toute la gang. Donc, ceci étant dit, ça continue jeudi soir à Sorel. Les 3 autres séries, c'est vendredi soir. On vous invite à regarder ça. Allez sur place si vous pouvez, c'est encore mieux. Mais sinon, branchez-vous sur les différentes plateformes pour visionner ces matchs-là via RSEQ.direct notamment. Et puis, vous allez avoir de l'excellent hockey, c'est sûr et certain. Denzel, Tristan, un gros merci encore une fois pour vos analyses. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on aura peut-être des séries. Bien, assurément, des séries qui vont être finies. D'autres, on verra bien à suivre. Toujours un plaisir. Salut tout le monde. Alors, on est rendu au segment de l'entrevue de la semaine et cette semaine, on reçoit le joueur par excellence de la saison 23-24 du hockey collégial masculin D1, Léo Saint-Michel. Salut Léo. Salut. Léo, des Rebelles de Sorel-Tracy, je suis content de te recevoir parce que oui, joueur par excellence de la saison, donc évidemment, ça justifie ta présence, mais c'était une saison spéciale. Tu as établi une nouvelle marque en fait, un nouveau record pour le nombre de points en carrière dans la Ligue collégiale D1. Ça représente quoi pour toi, cette marque-là? C'est-tu quelque chose qu'en début de saison, tu avais les yeux dessus? Bref, parle-moi de ce fait d'armes-là. Ouais, ben, tu sais, au début de la saison, sérieux, j'y pensais vraiment pas.
c'est sûr que quand j'approchais du record, là, ça a commencé à plus me trotter dans ma tête, là, mais ça a toujours. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a vraiment passé par la tête avant que je passe proche de le battre. Puis c'est sûr que quand tu passes proche de le battre, ça joue dans ta tête, mais autre que ça, c'est sûr c'est un bel honneur pour moi. Puis je suis content d'avoir fait ça, mais avant les matchs, je me disais pas je veux faire des points pour battre le record. Là, c'était plus d'aider l'équipe à gagner. Puis en faisant des points, c'est sûr que ça aidait mon club là, à ramasser les victoires. Est-ce que c'est le monde qui t'en parlait? Est-ce que tu le savais? C'était quoi le chiffre? Ou justement, est-ce qu'il y avait du monde autour de toi qui mentionnait ça? Ben, c'est sûr que mes coéquipiers ils ont commencé à m'en parler un peu, là, puis ma famille savait un peu c'était quoi le nombre, là, mais sinon, moi, j'avais vu avant la saison, mais je m'étais pas dit que, OK, je veux battre ce record-là. J'étais plus, je veux avoir une bonne saison, puis finalement, ça a donné que j'ai réussi à le battre. Là. Fait que j'étais vraiment content. Fait que 169 points en carrière collégiale. Bravo pour ça. Bravo aussi parce que vous êtes, au moment où on fait l'entrevue, vous êtes en série, vous avez parti ça fort, mais avant qu'on embarque dans la partie actuelle, disons, de ta carrière, je voulais faire un tour avec toi d'où tu arrives puis par où tu es passé, parce que je regardais rapido presto, tu es un gars de Verchères, dans le coin de Boucherville, dans ce coin-là, donc évidemment, par défaut, l'école de Mortagne était ton avenue, mais après ça, j'ai vu que tu t'étais promené un peu Saint-Hyacinthe, tu as fait un tour par le junior majeur aussi à Bécomo, tu es allé avec l'Armada. Raconte-nous un peu ton parcours, là, puis jusqu'à quel point, justement, la partie junior majeure pour toi, parce que je sais que c'est souvent une cible pour du monde. Comment ça se positionnait, à quel point c'était un objectif, puis à quel point, justement, c'est resté tout le temps parmi tes intérêts ou ton envie ou ton objectif, justement, d'aller vers ça? Ouais, ben moi, comme tu as dit, j'ai commencé mon parcours à Demortagne, puis oui, 3, Bantam 3, toutes ces équipes-là. Après ça, j'ai transféré à Fadette pour aller jouer Midget 3 à 15 ans. Puis je me suis fait repêcher par le Dracor en 3e ronde. Puis après ça, je suis revenu une demi-saison avec les Gaulois, mais c'était l'année COVID. Fait que je suis monté avec le Dracor à 16 ans. Puis j'ai fini l'année là. Puis finalement, j'ai décidé de... Je me suis fait échanger dans l'été après ça. Après que j'ai fini l'année à Bécomo, j'ai été échangé à l'Armada. Puis après ça, j'ai décidé de revenir proche de chez nous puis de poursuivre mes études plus sérieusement. Fait que je suis venu à Sorel parce que c'était plus mon choix. Là, c'est sûr que j'aurais voulu, si j'avais voulu jouer pour l'Armada, je pense que j'aurais été capable. Mais j'ai décidé de revenir proche de chez nous, puis j'ai décidé d'aller au cégep là à Sorel. C'est intéressant quand tu dis, OK, je voulais étudier, prendre mes études plus sérieusement. Il y a souvent des discussions, le monde amène souvent ça à la table, junior, majeur. Oui, il y a un encadrement. Oui, c'est beaucoup mieux, là, ça c'est sûr et certain, c'est beaucoup mieux que c'était il y a plusieurs années, mais ça reste que tu m'amènes un peu sur ce terrain-là. Est-ce que, justement, jouer junior majeur, c'est difficile malgré l'encadrement? C'est difficile de faire ses études quand tu étais dans ce beat-là, justement, du junior? Ouais, ben, tu sais, il y a quand même 68 games, là, junior majeur, fait que, tu sais, c'est beaucoup, puis t'es souvent sur la route, fait que, tu sais, pour moi, c'était encore pire parce que j'étais à Bécomo, là, puis il y a beaucoup de routes, mais même à ça, t'es souvent loin de la maison, puis, tu sais, des fois, tu pars pour une série ou tu voyages des matchs, puis tu fais pas d'école pendant une semaine, tu sais, t'en fais, c'est souvent un petit peu par là. C'est vrai que le collégial est plus un genre de sport-études. Ben, c'est ça, comme tu dis, le collégial, dans le fond, vous êtes à l'école, fait que par défaut, tout est organisé autour de ça. Tu sais. Donc, toi, tu as fait ce choix-là parce que
tu voulais mettre l'emphase là-dessus? À quel point, justement, tes parents, ils t'ont amené à penser à ça? Est-ce que tu as voulu garder une... là, je ne le sais pas parce que je me mélange tout le temps dans les règlements. Est-ce que ça te permettait quand même de garder une éligibilité, mettons, pour la NCAA, même si tu as joué des matchs junior majeurs ou tu avais perdu ça pareil? Ben là, tu sais, la règle, on n'est plus trop sûr. Là. C'est comme une zone grise en ce moment, mais j'ai joué à peu près 10 games à la JMQ. J'aurais peut-être encore l'éligibilité. Là, fait que pour ça, je suis quand même content, mais c'était aussi que je voulais à 16 ans, je n'ai pas joué gros à Bécomo. Fait que je voulais retrouver peut-être un peu ma confiance. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai eu une super belle première saison avec les Rebelles. Là, fait que j'ai repris le goût de jouer puis la confiance. Puis en même temps, je pouvais étudier proche de chez nous. Fait que c'était vraiment parfait. Justement, cet aspect-là, de venir jouer collégial et tout, alors que tu es un gars qui était justement, tu l'as mentionné, tu aurais peut-être pu avoir pris le temps avec l'Armada, t'installer là. Mais le fait de jouer ce niveau-là collégial, t'avais-tu l'impression de descendre d'un gros niveau ou est-ce que le niveau qui est là collégial est vraiment solide? Parce que moi, je le vois, j'ai l'impression que c'est solide. Évidemment, c'est pas le junior majeur, ça, je le comprends bien, mais à quel point, justement, tu retrouvais un niveau de jeu qui était le fun aussi à jouer? Parce que c'est cool d'aimer jouer, puis c'est cool de jouer souvent, puis faire des points, mais en même temps, tu veux jouer à un niveau où est-ce que tu as de la compétition pour toi aussi, là. À quel point tu as retrouvé ça et tu étais à l'aise là-dedans? Ouais, quand je suis arrivé à 17 ans, je revenais d'un été d'entraînement que je me préparais pour jouer à la JMQ. Fait que quand je suis arrivé, c'est sûr que je trouvais que c'était pas mal plus lent. Puis, depuis que je suis arrivé, depuis les 3 ans, c'est sûr que je trouve que la Ligue s'est vraiment améliorée. Mais comme tu dis, s'il y a un niveau de jeu qui est quand même élevé, c'est sûr que le junior majeur, c'est rapide, ça frappe. Puis, il y a des joueurs qui sont draftés dans la NHL. Là, ici, on n'a pas ça. Mais en général, c'est vraiment un bon niveau. Puis, il y a des très bons joueurs dans toutes les équipes. Fait que c'est le fun de pouvoir jouer dans cette ligue-là. Puis dans cette ligue-là, sérieux, tous les clubs peuvent battre n'importe qui. Là. Fait que ça fait un peu différent de la LHJMQ qui draft pour aller chercher les meilleurs joueurs. Puis il y a 3-4 équipes qui sont sur le top. Puis les autres, c'est plus des équipes en reconstruction. Là. Tu l'as mentionné justement là, dans le collégial, tout le monde peut battre tout le monde, mais ça n'empêche pas que cette année, il y a 3-4 équipes là, qui se sont démarquées du lot. Évidemment, en saison régulière, c'est recommencé en série, là, mais vous avez fait partie, disons, d'un clair top 3 là, avec les Filons, les Lions. Les Rebelles, vous êtes une grosse machine. Le monde l'a vu offensivement, défensivement. Est-ce que bon, évidemment, statistiquement, je dirais que oui, mais est-ce que toi, d'après toi, c'est la meilleure édition des Rebelles dans laquelle tu as joué? Dans la façon dont tu vois comment le monde se comporte, vos chances d'arriver jusqu'au bout, comment tu vois ça? Ouais, c'est définitivement la meilleure équipe des 3 années où j'ai été ici. Là. C'est sûr qu'on est mature, on est vieux. Ça fait 3 ans que la plupart des gars, on est ensemble. Fait qu'on a créé une belle chimie. Puis, comme tu as dit, je pense que nos forces, c'est pas juste offensivement. On a un très bon top 4, puis on a beaucoup de profondeur, puis un très bon gardien. Fait que je pense que cette année, on a les armes pour se rendre loin, puis c'est ça notre but cette année, c'est sûr. Vous avez eu, du fait que vous avez fini 3e, un bail en première ronde. Vous avez attendu de savoir c'est qui vous avez allié affronter. Les Janois d'Alma se sont qualifiés pour se représenter contre vous autres. Eux arrivaient avec un momentum du fait qu'ils venaient de gagner une série. Ils avaient déjà joué. Vous autres, vous aviez eu un peu de temps off. Sauf que ça n'a pas paru pour 2 scènes en fin de semaine. 2 bonnes taloches au-delà du score, même dans la façon dont ça s'est passé. Comment vos coachs vous ont préparé justement pour arriver, sortir comme des lions comme ça? Parce que, puis bon, je sais que les Lions de Champlain-Saint-Lawrence, je ne veux pas créer de rien. Sortir comme des rebelles, disons. Donc, comment vous avez été préparé justement pour arriver et sortir vraiment fort comme ça? Ben, nos coachs nous ont dit qu'on pouvait juste contrôler ce qu'on peut. Fait que,
l'adversaire qu'on allait avoir, on le contrôle pas, nous. Fait qu'on se préparait de la même manière que dans la saison. C'est sûr que là, l'enjeu est beaucoup plus gros, là, mais les pratiques, c'était la même intensité. On se préparait, mettons, on avait 3 choix d'équipe, on se préparait pour les 3 équipes. Puis quand on a su que c'était Alma, ben, on a focusé sur leur système de jeu puis comment ils jouaient. Puis, on s'est dit aussi qu'on allait prendre ça une game à la fois. Fait qu'on commençait vendredi. Puis, comme tu as dit, on a sorti fort, mais il nous reste un match à gagner. Puis, c'est probablement le plus difficile à gagner des 3. Fait qu'on va être prêt là demain, c'est sûr. Alma a un solide gardien de but qui est capable de voler un match n'importe quand. Justement, à quel point c'est bon pour la confiance de voir que vous avez été capable de le battre régulièrement. Je comprends que c'est pas juste lui, là, c'est pas toute la gang contre le goaler, mais ça reste que le meilleur joueur, l'autre bord, devient tout le temps la personne que tu essaies de battre ou que tu essaies de gagner tes confrontations. Dans leur cas, c'est probablement leur gardien de but. J'enlève rien aux autres, mais de voir que c'est pas des 2-1, vous arrivez à marquer. Est-ce que ça donne un boost de confiance ou tout simplement vous êtes focus? C'est pour vous autres, c'est la même affaire tout le temps. Est-ce que ça change un peu ou en tout cas, ça améliore votre sentiment? Ouais, ben, c'est le fun là, pour tout le monde. Là, peu importe qui score, ça leur donne une confiance de plus. Puis, de scorer des buts comme ça, c'est sûr que ça donne un boost pour les prochaines games. Puis, ça nous montre qu'on est capable de scorer des buts. Même s'il est bon, puis il peut faire des gros arrêts, on se décourage pas. On sait qu'on est capable de compter contre lui. Fait que c'est sûr que oui, c'est un boost. Puis, pour certains joueurs, ça donne une très bonne confiance. Puis justement, parlant de gardien, vous en avez un bon, vous autres aussi. C'est une recrue, par contre. Comment, vous autres, tu parlais tantôt, vous êtes des vieux, des vétérans, vieux, tout étant relatif, là, mais il reste que vous êtes des vétérans. Est-ce que vous avez besoin d'encadrer les jeunes? Puis, Justin Roux est un exemple, mais je veux dire, même les autres, où vous sentez que non, les gars suivent? Comment ça se passe un peu dans la chambre? Y a-t-il un travail à faire de passer un peu le message ou l'état d'esprit d'être un vétéran, puis de comment se préparer? Avez-vous besoin de passer ça aux jeunes ou vous sentez que non, ils sont dans la game, ils suivent ce que vous faites puis ils suivent comment ça se passe? Ben, à la base, c'est sûr que des fois, il y a des petits messages à passer parce que nous, on a un peu plus d'expérience dans la ligue. Là, ça fait pour la plupart 2-3 ans qu'on est là. Mais nous, on a, je pense, 4 recrues. Là, fait que c'est pas difficile à les intégrer. Puis ça n'a pas été difficile à les intégrer parce que, sérieux, les 4 qui sont là, c'est des gars c'est des bons joueurs. Puis je pense que les leaders, on mène par notre exemple sur la glace. Fait que, ils nous suivent beaucoup là-dessus. Puis dans la chambre, ils vont suivre le plan de match. Puis c'est des gars qui font leur job puis qui font la job quand il faut. Toi, si tu te compares par rapport, mettons, à ta première année, deuxième année, troisième année, comment justement tu abordes ça des séries éliminatoires à cette heure, maintenant que tu en as vu certaines affaires, que tu as vu la Ligue, tu la connais bien, que vous avez une belle équipe cette année, où est-ce que tu dis, OK, là, on a des chances. Est-ce que tu es plus calme, t'es-tu plus fébrile, mais tu sais, comment tu gères tout ça? Parce que c'est un mélange de, on a une chance de gagner, tu veux pas regarder trop loin, j'imagine. Ouais. Puis de l'autre côté, t'es un vétéran qui en a plus vu. Fait que comment tu deals avec tout ça? Ben, c'est sûr qu'il y a un certain stress. Là, en série, c'est tu gagnes ou tu t'en vas à la maison, là, comme on dit. Puis, moi, je suis un vétéran, comme tu as dit, ça fait 3 ans que je suis là. Les 2 premières saisons, on a été sortis en première ronde, mais il y a quand même de l'expérience qui a été gagnée avec ça. Ça fait mal, puis on veut pas que ça se reproduise. Fait que là, on sait qu'on a une bonne équipe, on sait qu'on a les joueurs pour aller loin. Puis je pense que on a créé une très bonne chimie là, dans notre équipe. Fait que ça nous donne une confiance de plus, puis on est soudés. Fait que même hors de la glace, on est des gars qui sont souvent ensemble. Fait que je pense que ça reflète beaucoup sur la glace. Puis les 2 premières games, ça a démontré comment on était prêt puis comment
on veut se rendre loin. Là. Et là, comme tu l'as dit tantôt, il reste une game à aller chercher qui est. C'est un cliché, mais c'est pas pour rien. C'est à plus tough à aller chercher, finir la job, tu sais. Bon, ça a bien été à date. J'imagine que le message en général, c'est continuer de faire ce que vous faites. Comment vous vous assurez de garder le rythme, le tempo? Parce que, tu sais, gros match vendredi, gros match dimanche. Là, tu as toute une semaine où tu retournes à l'école, tu fais tes affaires, tu recommences après ça le vendredi. Il faut quand même garder ça. Est-ce que dans les pratiques, dans les entraînements, c'est smooth ou c'est non, on s'assure de garder un bon tempo, un gros rythme pour se maintenir? Comment ça se passe? Ben, c'est un peu des deux. Là, si on ne veut pas trop s'épuiser pour la game. Nous, on joue demain, là, jeudi, parce que C'est vrai, c'est jeudi, vous autres. on n'avait pas la glace, mais on a eu des pratiques. Faut pas trop se brûler, mais il faut quand même garder le beat, là, comme tu as dit. Fait que j'ai travaillé le système, des flow drills, puis garder le pace quand même bon pour être prêt pour demain. Là. Et toi, tu as bien parti quand même, 1 but, 3 passes en 2 matchs. À quel point tu sais, oui, c'est ton rôle de faire des points, mais à quel point, justement, tu sens qu'il faut que tu fasses des points? Comment ça se passe dans la tête d'un marqueur, d'un pointeur comme ça? Tu arrives en série et tu es un vétéran. À quel point tu te mets une genre de pression sur les épaules où justement, tu ne veux pas t'en mettre? Comment ça se passe? Comment tu gères cette pression qui existe là par défaut? Parce que tu as un rôle important à jouer dans une équipe de même. Ouais, ben, je veux pas m'en mettre de pression, mais c'est sûr qu'il y en a toujours. Là. Quand il faut que tu scores des goals, puis quand c'est ça ton rôle, c'est sûr qu'il va en avoir de la pression. Les joueurs de la NHL qui doivent en scorer aussi, ils en ont, mais je pense que pour moi, c'est une bonne pression. Mettons, même pour le record, là, quand j'arrivais proche de le battre, je pense que ça me motivait plus que ça me stressait. Fait que dans ce cas-là, je pense que c'est bon pour moi. Puis, c'est sûr que partir bien comme ça, c'est pas nécessairement le nombre de points qui me met en confiance. Je pense que les 2 premières games, on a dominé pas mal notre trio. Fait que ça me met en confiance. Puis c'est sûr que si les points viennent avec, ben tant mieux parce que si je fais des points, ça veut dire que j'aide l'équipe à gagner. Fait que c'est encore mieux. Là, bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà en tête la demi-finale? Est-ce que vous êtes déjà en train de regarder ça? Est-ce qu'il y en a qui en parlent? Comment ça se passe par rapport à ça? Puis si c'est ça, tu as un adversaire qui vous achale plus qu'un autre? Ou, Non, honnêtement, on pense pas à ça. On pense vraiment à la game de demain. Puis on veut finir ça. Mais comme j'ai dit, on y va un jour à la fois. Puis c'est sûr que, comme tu as dit, il y a des bonnes équipes. Le top 4, il est bon. Les 4 équipes, c'est des équipes avec des forces différentes, mais toutes des équipes qui sont très bonnes. Mais honnêtement, il n'y a pas une équipe qui nous fait peur. Il n'y a pas une équipe qu'on ne peut pas battre. Puis on est confiant. On est humble aussi. On ne veut pas être trop confiant dans une série, mais on sait qu'on a les joueurs puis on a l'équipe pour battre n'importe qui. toi, évidemment, c'est ta dernière saison collégiale. La suite pour toi, c'est quoi? Ben là, je m'en vais jouer l'année prochaine Junior A avec les Junior Miners à Ottawa. Puis après ça, j'espère avoir un scholarship ou aller U Sports pour des universités canadiennes ou NCA si je suis capable. Là. Fait que c'est ça mon plan pour les prochaines années. Là. As-tu un agent pour t'occuper de ça ou un conseiller, là, peu importe le terme exact? Là, y a-tu quelqu'un qui t'aide à s'assurer que tout le monde, le monde qui a besoin de te voir, te voit, puis au courant de ce que tu fais, puis s'assurer que les scouts là, qui eux peuvent te donner des occasions sont au courant que tu es là et tu es intéressé? As-tu quelqu'un pour t'aider? Ouais, j'ai quelqu'un. Ça fait longtemps que j'ai le même. Là, c'est Marc Lavigne avec RSG. Ça fait, puis je pense, 5-6 ans que je suis avec. Là, fait que, j'ai quand même construit une belle relation avec. Puis, que quand je suis parti du junior majeur, il y a eu un peu moins de contact parce qu'il
il savait que le rêve d'aller dans la NHL, peut-être qu'il était un peu moins là, mais il a toujours été là pour moi. Puis encore une fois, pour les prochaines années, il va m'aider à aller où que je veux. Là. Est-ce que tu as un objectif en particulier? Est-ce que NCAA, D1, c'est en haut de ta liste ou t'as-tu déjà ça comme établi tes priorités ou tu vas laisser les opportunités venir et tu verras rendu là? Ben, tu sais, là, pour l'instant, je me concentre sur mes séries. Ouais. C'est d'y aller une année à la fois. Là, je vais voir, je sais qu'il faut que j'aille une bonne saison l'an prochain. Puis après ça, si les opportunités viennent NCAA D1, c'est sûr que je serais content de la prendre. Puis sinon, ben, ça sera peut-être U Sports ou en Ontario. Les universités aussi, c'est une belle option en Ontario. Fait que je vais une année à la fois, puis je vais voir les options qui s'ouvrent à moi. Là. Pendant que tu vas être junior A, est-ce que c'est une année où tu continues l'école? Est-ce que tu vas être. Comment ça va se passer? Vas-tu avoir fini ton deck? Vas-tu le finir pendant que tu es là? Comment ça fonctionne? Ben là, je finis mon cégep dans le fond cette session aussi. Mm-hmm. Puis après ça, je vais prendre des cours à l'université. Peut-être pas full-time, là, mais je vais prendre quelques cours durant l'année pour continuer à aller à l'école et pas perdre trop le beat. Là. Dans quoi tu veux étudier? Moi, je vais vers la finance. Là, en ce moment, je suis en sciences humaines avec maths. Fait que je m'enligne vers la finance, mais je ne sais pas trop encore quel domaine. Tu vas-tu être agent un jour et aider quelqu'un à placer son argent? Ouais, peut-être. Ça serait peut-être une bonne idée. Excellent. Écoute, je te remercie énormément, Léo. Vraiment super apprécié. Très agréable de jaser avec toi. Puis je peux juste te souhaiter bonne chance. Les séries qui restent, les matchs qui restent, puis on va suivre ça avec grande attention. Et je tiens absolument à te féliciter, franchement, pour ton titre, évidemment, de joueur par excellence, mais cette superbe carrière collégiale D1, franchement, tu as été excellent, vraiment cool à voir jouer. Puis pour ceux qui ne t'ont pas vu assez, profitez-en, il reste les séries. Regardez Léo avec les rebelles de Sorel Tracy. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis bonne chance. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Salut. Salut.